Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, cette reconstitution qui a conduit Philippe Ponsard chez lui hier soir. Pour les policiers, juges et avocats, c'était l'occasion de mieux comprendre les faits qui se sont déroulés au domicile du meurtrier présumé de Francette Pierre-Émile. Une dizaine de pompiers à Acajou, 4 au Morne-Vert à Ducos. Les feux de broussailles ne laissent aucun répit aux soldats du feu en cette période de sécheresse. Des incendies qui menacent surtout les habitations alentours. Près de 200 malades en 3 semaines. L'épidémie de varicelle progresse en Martinique. Un virus certes gênant pour les enfants, mais aussi très dangereux pour les adultes. Outre les boutons, la maladie est très douloureuse pour les grands. Enfin, ils se sont rencontrés pour la première fois aujourd'hui. Les voies du TCSP et leurs bus à haut niveau de service ont été testés aujourd'hui. Le début d'un mois de mise à l'épreuve pour celui qui transportera des milliers de Martiniquais dans quelques mois. Et notre invité, vous le voyez ce soir, sera le président du Parc naturel régional de Martinique, Daniel Chaumet, qui nous parlera du tout nouvel observatoire martiniquais de la biodiversité. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette nouvelle avancée dans l'enquête sur la mort de Francette Pierre-Émile. Hier, une reconstitution était organisée au domicile du meurtrier présumé de l'enseignante. Philippe Ponsard a relaté sa version des faits. Les précisions de Kathleen Bilascopette avec Michelet François. C'est sous haute escorte policière que Philippe Ponsard redécouvre son domicile, lui qui dort depuis 5 mois à la prison de Ducos en détention provisoire. Que s'est-il passé dans cette villa de Didier le 2 décembre 2014 ? Pendant plusieurs heures, sous la houlette du juge d'instruction Thierry Roland et des enquêteurs de la police judiciaire, le prévenu va rejouer la scène. Dans plusieurs pièces, mais surtout au premier étage, dans le salon où l'enseignante du couvent de Cluny aurait trouvé la mort. Une dispute, une bagarre, une chute fatale sur la table basse, telle serait la version de l'ex-beau-fils. Selon Philippe Ponsard, Francette Pierre-Émile l'aurait suivi de son plein gré jusqu'à son domicile. Alors pourquoi s'être débarrassé du corps dans un ravin de l'Alma? Pourquoi avoir nettoyé la maison à l'eau de Javel, comme l'ont confirmé les relevés? Pour l'avocat de la famille, pas de doute, c'est dans cette maison que l'irréparable a été commis et c'est sous la contrainte que la victime y a été conduite. Les avocats de Philippe Ponsard ne veulent pas minimiser le geste de leur client, mais défendent, je cite, sa part d'humanité. Cette reconstitution marque une avancée décisive dans l'enquête, même si le mobile demeure toujours la grande inconnue dans ce dossier. Et pour l'avocate de la famille Pierre-Émile, le scénario livré hier par Philippe Ponsard est, je cite, rocambolesque. Maître Dinari Walrosier évoque un prévenu à l'attitude surprenante et une famille toujours plongée dans la douleur. Sa réaction recueillie par Océlia Cartes et Anaïs Gall. S'agissant de M. Ponsard, il est dans une version un peu nouvelle des faits qu'il a lui-même déclarés devant le juge d'instruction, mais ça ne m'étonne pas de lui. C'est un personnage très particulier qui m'a choqué par son sang-froid hier lors de la reconstitution, alors que nous arrivions dans cette maison empreinte encore de tout ce qui a pu se passer là-dedans. Il est arrivé très, très sûr de lui, démontrant, etc., donnant une nouvelle version. Je trouve que tout de même, c'est un personnage très particulier. J'ai effectivement vu le mari juste après la reconstitution. Bien entendu, vous imaginez cette famille, elle est encore totalement effondrée parce qu'elle garde l'image d'une femme, d'une mère extraordinaire et cette famille qui n'a même pas, les enfants qui n'ont même pas eu la possibilité d'embrasser leur mère pour une dernière fois. Vous imaginez? On a remis un cercueil fermé. Tout cela, on aura le vivre lors du procès d'assises. Si tu veux ma place, prends mon handicap. Voilà le slogan que les associations de personnes à mobilité réduite ont concrétisé ce matin en déposant des fauteuils roulants sur les places de parking qui leur sont réservées. Une manière d'attirer l'attention qui semblait nécessaire selon les responsables de Madinina Access Service, l'une des associations mobilisées. Ils en appellent à la responsabilité de chacun et des pouvoirs publics. Écoutez-les, ils répondent à la caméra de Loïc Régis. Deuxième action forte en Martinique, c'est pour, on va dire, l'accessibilité des lieux, des rues. Pourquoi? Parce que quand une personne handicapée veut aller quelque part, il y a des places réservées pour. Elles sont à 90% prises d'assaut par tout le monde. Et n'importe qui, pour toutes sortes de raisons, simplement souvent, j'y reviens dans 5 minutes,
ou alors, ben, tant pis, on est pressé, on n'a pas pour faire. Et les personnes se trouvent malheureuses et souvent reviennent chez elles avec le cœur gros et se sentant un peu plus condamnées que jamais. Moi, je dirais les plus faibles, quelque part, devraient être les mieux lotis parce qu'ils sont toujours derniers. Donc, que les politiques sachent, c'est un appel fort que je lance à tous, droite, gauche, etc., que les personnes handicapées doivent être mises devant, au devant de la scène. Ils ont des besoins. Et souvent, une personne handicapée satisfaite, ce sont des centaines satisfaites, ce sont des personnes qui portent des voix, ce sont des personnes qui dépensent comme tout le monde, ce sont des citoyens à temps plein. Un œil en bref sur l'actualité sociale. Les salariés du foyer de l'enfance de Rivière-Laure ont été reçus à l'Agence régionale de santé ce matin. Ils ont ensuite été conviés à une réunion de travail au Conseil général à 11 h demain. L'occasion peut-être de trouver une issue à leur conflit. Au chapitre santé, la Martinique est à nouveau le terrain de jeu de la varicelle. En 3 semaines, près de 180 cas ont été déclarés et parmi eux, pas que des enfants. S'ils sont effectivement les premiers concernés par la maladie, les adultes peuvent aussi être touchés et pour eux l'expérience est très douloureuse. Océlia Cartes, Anaïs Gall. Dans les crèches ou les couloirs d'école, il se propage comme une traînée de poudre. C'est l'un des virus les plus contagieux et il peut laisser certains stigmates. C'est les petits boutons, donc des petites vésicules souvent. On en a d'abord sur le thorax ou les membres et puis souvent ça apparaît partout. Ça gratte, c'est assez caractéristique aussi. Et puis on peut avoir un petit peu de fièvre, mal un petit peu partout. Depuis les débuts du mois, plus de 500 cas évocateurs ont été diagnostiqués. Les autorités sanitaires ont déclaré l'état d'épidémie pour la Martinique. 90% des personnes touchées sont des enfants de moins de 10 ans. Heureusement, à cet âge-là, la principale épreuve consiste à résister aux démangeaisons. En revanche, à l'âge adulte, la maladie peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Marie-Louise a contracté la varicelle à 23 ans, elle s'en souvient encore. Adulte, la varicelle, c'est une horreur. Sans compter en fait les risques sanitaires, c'est-à-dire qu'on peut être stérile, alors qu'à cet âge-là, on a envie de procréer. Mais non, on se dit, quelles seront les conséquences? J'ai fait l'erreur aussi de consulter l'Internet, donc je déconseillerais justement les gens de consulter. Car quand j'ai lu qu'à 40 ans ou à 39 ans, donc les conséquences de varicelle, donc je me sentais encore beaucoup plus mal à l'aise et beaucoup plus malade. C'est sûr que plus on est âgé, plus les complications des fois peuvent être importantes. Et puis surtout, il y a des comorbidités, c'est-à-dire que plus on est âgé, plus on a des risques d'avoir d'autres maladies. Égard aux idées reçues, la varicelle pourrait se contracter à plusieurs reprises. Sandrine est mère de famille, elle en a fait la douloureuse expérience. Comme je l'ai déjà eu étant enfant, donc j'avais déjà développé quelques anticorps probablement pour lutter contre le virus. Donc l'éruption n'a pas été si gravissime que ça. Donc j'ai pas eu de température, j'ai eu quelques boutons, mais pas énormément par rapport à une éruption virulente. Au-delà de 12 ans, pour ceux qui ont échappé au virus, la vaccination est vivement recommandée. Trop peu d'adultes adoptent ce réflexe préventif. Pourtant, selon les statistiques de l'INSEE, environ une trentaine d'entre eux décèdent chaque année des suites d'une varicelle. En bref, dernière semaine en fonction pour le directeur de la SARA, Tanguy Descazo. Son successeur Philippe Guy était directeur adjoint d'une raffinerie en Chine pendant 3 ans. Ces dernières semaines, il a fait le tour des départements clients de la SARA, à savoir la Guadeloupe, la Guyane et bien sûr la Martinique. Il entrera en fonction en fin de semaine. Premier tour sur son futur parcours. Cet après-midi, le bus à haut niveau de service a réalisé ses premiers tests sur son tracé. Une avancée importante dans la livraison du chantier du TCSP. Le bus sera mis à l'essai jusqu'à la fin du mois de juin, une période d'essai nécessaire pour analyser son comportement routier et son système électronique en Martinique. Le reportage de Loïc Régis. Première sortie officielle pour le BHNS, bus à haut niveau de service, 24 mètres de long, 140 places, moteur hybride et carrosserie inoxydable, des spécificités adaptées à l'environnement tropical. Il s'agit aujourd'hui des premiers tests préliminaires en conditions réelles. Une avancée importante vers l'aboutissement du projet, selon Serge Letchimi. 25 000 personnes par jour vont voyager sur ce tramway. Et deuxièmement, ça fait près de 7 millions de personnes an. Donc quand on va associer ça à ce que fait déjà Mosaïque, et demain matin, les extensions que je souhaite vers le Robert, les extensions vers Sainte-Luce,
les extensions vers l'université de Schœlcher, eh bien, la Martinique sera rentrée dans l'ère de la modernité. Les automobilistes qui circulent à proximité du bus sont intrigués par l'engin. Si rien ne garantit le succès du TCSP, l'accueil semble favorable. Je ne m'attendais pas à tant d'enthousiasme, mais je me dis qu'on a beaucoup attendu, donc ça doit témoigner de l'impatience des futurs usagers. Et ça présage aussi du succès qu'il devra avoir, parce que c'est une nouvelle habitude de transport qui est créée, c'est un changement de culture. Si tout va bien, ce modèle sera mis en circulation pour le TCSP d'ici la fin de l'année. Les délais sont serrés. D'importants chantiers sont encore en cours. Le challenge aujourd'hui pour nous, c'est que plus on s'approche de l'échéance, plus on voit qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc nous essayons de tenir les délais et nous sommes engagés à mettre en service ce bus à haut niveau de service avant la fin 2015 parce que nous n'avons pas le choix. Nous avons les fonds européens qu'on risque de perdre. Donc nous faisons tout pour mettre en œuvre ce bus à haut niveau de service avant fin 2015. Ce BHNS devra parcourir 500 km de tests d'ici le mois de juin. Les résultats permettront les éventuels ajustements pour les 13 autres bus de la flotte. Restez avec nous sur ATV dans un instant. On ira fêter l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, l'occasion d'un hommage aux ancêtres dans un cimetière des esclaves au Moule. Et puis nous irons ensuite à Case-Pilote où la déclaration d'impôt en ligne se fait accompagner pour ceux qui ont du mal avec Internet. Mais avant, un petit mot sur la qualité de l'air qui s'améliore enfin demain selon les prévisions de Madininer. L'alerte pollution a été levée aujourd'hui. Demain, l'indice devrait être de 3, ce qui signifie une bonne qualité de l'air. Aujourd'hui, il était de 5 sur 10, c'est-à-dire un air plutôt moyen. Les choses s'améliorent. L'air, donc, la mer, la terre, partout où il y a la nature, il y a l'œil de l'Observatoire martiniquais de la biodiversité. Ce matin, il a été officialisé à l'hôtel de région. Il s'agit d'un outil de communication, de connaissance et de sensibilisation pour permettre au public de mieux connaître la nature martiniquaise. On en parle avec notre invité. Bonsoir Daniel Chaumet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc président du PNRM, le parc naturel régional de Martinique, qui chapeaute cet observatoire. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est cet observatoire de la biodiversité? D'abord, rappeler que la Martinique est l'un des lieux du monde où la richesse naturelle, la richesse du vivant est la plus florissante. On dit que c'est un hotspot. Avoir la chance de disposer de cette richesse nous donne un certain nombre de responsabilités et nous donne aussi des chances de valoriser cette biodiversité. Et le préalable à toute valorisation, le préalable à toute préservation, c'est la connaissance. Donc il nous est apparu impératif, en tant que parc naturel, avec des partenaires institutionnels tels que la région, l'Office de l'eau, mais aussi l'État, et près de 42 autres partenaires, incluant les associatifs, de mobiliser, d'organiser la connaissance de cette biodiversité afin d'en faire un instrument pour valoriser des actions et toute forme de potentiel économique qui pourrait être lié à ces valorisations-là. Concrètement, comment le public pourra avoir accès à toutes ces connaissances? D'abord, ce sont des plateformes avec des instruments, on va dire, somme toute relativement usuels, tels que Internet, mais plus particulièrement, c'est permettre à tout un chacun, avec des moteurs de recherche adaptés, d'avoir des informations sur les études. Vous savez, les acteurs publics, les scientifiques, les universités, les associations commandent des études, et ces études sont domiciliées là ou là. Avoir déjà un lieu commun où l'on sait que la connaissance sera mobilisée, cette connaissance sera partagée, c'est déjà un premier pas. Il s'agit à terme, notamment, de faire en sorte que, dans des domaines extrêmement importants, ce matin encore, un spécialiste le disait, la Martinique, en matière de la science des champignons, c'est la mycologie, on est à la préhistoire de la connaissance de cela, alors qu'il y a un potentiel extraordinaire, gastronomique, pharmaceutique, en termes de compléments alimentaires. Notre café, c'est une richesse extraordinaire, il faut mieux le connaître. Notre cacao grand cru, c'est cela la biodiversité. La biodiversité, c'est aussi la possibilité, au travers de la richesse de l'endémisme, c'est-à-dire de la richesse de ce qui se trouve en Martinique et en Martinique seulement, peut-être trouver demain des remèdes aux maladies émergentes telles que le sida, le cancer ou autres. Vous le disiez, 42 membres en font partie. Qui sont tous ces gens qui font partie de cet observatoire? J'ai envie de dire ce sont les partenaires institutionnels habituels, tels que l'Office de l'eau, l'ADAL pour l'État, le parc naturel, la région, les communes, les communautés de communes, mais aussi tout le tissu associatif sur lequel doivent s'appuyer les partenariats scientifiques extrêmement importants, l'université, pour que ça ne soit pas uniquement une démarche confisquée par un petit nombre. Et j'ai envie de dire, le processus est un processus d'adhésion par une charte, ce qui nous donne à chacun ce qu'on va dire un contrat d'objectifs permettant de se mobiliser tout en gardant son identité. Donc c'est quelque chose d'extrêmement souple,
d'extrêmement pratique, avec une assemblée qui partagera les éléments et donnera un certain nombre d'orientations, mais qui se veut extrêmement opérationnel, avec des instances de suivi qui permettront aux acteurs de se mobiliser et d'apprécier, on va dire, l'évolution des actions qu'ils mènent. Je prends un exemple, les mangroves sont des lieux qui sont très fragiles. Eh bien, il faut pouvoir préserver, les valoriser, mais aussi prendre des décisions importantes pour pouvoir les protéger et les valoriser. Les travaux du Grand Port vont commencer. La Sopamar les avait grandement dénoncés, arguant qu'ils menaçaient les coraux. Les constructions près des mangroves sont également largement dénoncées, notamment au Robert. Est-ce que votre observatoire prendra aussi des positions un petit peu plus politiques si l'écosystème est menacé? La fonction de l'observatoire, ce n'est pas de se situer en arbitrage. C'est un outil. Vous savez, il faut éviter, en tout cas ce n'est pas ma démarche, d'opposer préservation de l'environnement et développement. Il n'y a pas eu si longtemps que ça une conférence sur le climat qui a démontré que les gaz à effet de serre sont des gaz qui sont nocifs, qui perturbent le climat, qui perturbent les habitats. Ce n'est pas une raison pour dire que l'on va interdire les véhicules de chacun, arrêter la clim, non. C'est l'occasion de prendre un certain nombre de décisions pour accompagner les bonnes décisions. Aujourd'hui, sur la question du Grand Port, il est important de faire les inventaires, parce que la Martinique a aussi besoin d'un port, a aussi besoin d'un aéroport, et faire en sorte que les institutions qui doivent prendre les décisions soient amenées à les prendre en connaissance de cause. Merci beaucoup, Daniel Chaumet, d'avoir été avec nous ce soir. Partons maintenant en Guadeloupe. Le 27 mai marque chaque année la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Pour l'occasion, l'association Lamou Bayo organise le Mai des Aïeux. Au programme aujourd'hui, un hommage aux ancêtres dans le cimetière des esclaves de Sainte-Marguerite au Moule. Depuis 10 ans, l'association s'attelle à faire revivre la mémoire des esclaves afin que jamais personne n'oublie le martyre qu'ils ont vécu. Linda Kayarsi. Merci, maman, merci. Merci, pas merci. Merci pour ça autres fait. Quand la partie, l'esprit l'arrêté. Une flamme au nom des 272 sépultures d'esclaves inhumées dans ce cimetière de Sainte-Marguerite. Une seule phrase, sans eux, nous ne serions pas là. Retirer l'esclavage et on s'écroule, on ne sait plus qui on est. Donc quelque part, comment nier ce qu'on est ? Donc ce souvenir, c'est d'abord prendre en charge notre propre identité. Des aïeux martyrs de l'esclavage que l'on extirpe du gouffre de l'oubli, à travers un espace sacré où bon nombre de Guadeloupéens sont venus se recueillir. Raï Gorée en 2008. Et là, on va sortir Gorée, en différents chercher famille en moi. On trouvait Jean, 10 novembre 1859, matricule 3945. Merci en pile. Un devoir de mémoire symbolisé par une fleur jetée à la mer, un drapeau couleur soleil qui flotte au vent de la liberté et deux cailloux, matériaux d'une identité en construction. Il nous appartient, nous, désormais, Guadeloupéens, descendants de ces gens-là, de nos parents qui ont subi l'esclavage, mais de dire non, ils l'ont subi, mais que désormais, il faut qu'on affirme leur pleine dignité et il faut qu'on leur rende un hommage sacré. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire dans les années qui viennent. Un hommage sacré et de communion que ces descendants d'esclaves se sont appropriés. Mon fils, il a participé, donc c'était vraiment un plaisir. Et puis, dès la première fois que je venais, et donc j'ai toujours entendu parler, mais là, sincèrement, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre tous ces témoignages et tout ça, ça m'a fait vraiment plaisir. J'habite ici, donc la mémoire votre mémoire est aussi la mienne. Voilà, et puis je trouve cette cérémonie très émouvante. Une cérémonie émouvante pour des aïeux qui reposent désormais en paix dans ce cimetière d'esclaves de Sainte-Marguerite. Retour en Martinique à l'Atrium où il y aura du mouvement demain soir avec un clin d'œil à la Biennale de danse et ça commence à 20h avec le spectacle Trauma de la compagnie guadeloupéenne Souhait, une réflexion sur le monde du sport à haut niveau inspiré du parcours de Marie-Josée Pérec, un spectacle qui sera suivi de celui de la compagnie Artefact, une création dont c'est la première représentation et qui s'intitule Mon corps et le corps de tout le monde. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes.
Le JT des communes qui commence avec un regard vers le ciel et la pluie qui se fait désirer. La sécheresse est donc encore très lourde en Martinique. Une période difficile pour les pompiers qui doivent faire face à des incendies attisés par les herbes sèches. Cet après-midi, vers 14 h, un important feu de broussailles s'est déclaré dans une résidence abandonnée d'Acajou, au Lamentin. Une dizaine de pompiers a été mobilisée. Dans le même temps, au Mornevert, à Ducos, un boucan domestique s'est transformé en véritable brasier et s'est propagé dans le voisinage. Voyez plutôt le reportage de Céline Chalonneau, Élodie Toto et Michelet François. Un incendie de broussailles en pleine zone urbaine, de mémoire de sapeurs-pompiers, on n'avait jamais vu ça. On a des feux dans des zones pas habituelles, hein, qui sont effectivement des zones habitées, et le feu prend quand même. Bon, c'est surprenant, c'est des feux qui ont été mis par des particuliers et qui échappent à leur vigilance. C'est dans cette résidence à l'abandon que le feu s'est déclaré en début d'après-midi. Encouragés par le vent et la sécheresse, les flammes se propagent vite et les foyers se multiplient. Craignant pour leur domicile, les voisins sont aux abois. Les pompiers, ils se sont fait encercler, je pense, par le feu. Parce que le feu a commencé par derrière le poteau, et le poteau électrique, et du coup, ça s'est descendu vers Bélia 2. Alors donc, ce qui fait que tous les habitants de Bélia 2 sont dehors et puis ils essaient de respirer, quoi. Là, les pauvres sont seuls, l'incendie a galopé, et ils sont débordés, ils sont même dans les flammes, la fumée et l'oxyde de carbone, leur vie est en danger aussi. L'incendie s'étend sur près d'1 hectare. Surpris par l'ampleur du sinistre, les pompiers du Lamentin appellent leurs collègues de Schellcher en renfort. Au final, une dizaine d'hommes et 3 camions seront mobilisés. Alors là, on a dû activer parce que le feu menaçait plusieurs résidences. Là, actuellement, le feu est circonscrit. Donc nous allons actuellement procéder au refroidissement de ce qui sera brûlé. Hein. Même cause et même effet cette fois à Mornevert-du-Cos. Cette riveraine veut faire brûler les déchets verts dans son jardin. La suite, c'est elle qui la raconte. Le feu nous a gagné la main, voilà. C'est simple, hein, ça nous a gagné la main parce que par rapport au vent, bon, on a eu des étincelles. À chaque éclatement de bambou, on voyait partir le feu de part et d'autre. On a essayé à 3 de maîtriser le feu, mais hélas, à 3, on n'était pas suffisant. En période de sécheresse, autant s'abstenir et ne pas mettre du feu, carrément. En cette période de sécheresse, un arrêté préfectoral interdit formellement les feux de jardin. Pourtant, ces dernières semaines, les pompiers interviennent une quinzaine de fois par jour sur les incendies provoqués par ces négligences. Partons maintenant à Casse-Pilote où les agents municipaux aident ceux qui le souhaitent à remplir leur déclaration d'impôt car il ne reste que quelques jours pour le faire et c'est sur Internet que ça se passe et tout le monde n'a pas l'informatique facile comme nous le montre Laura Châtenay-Rivaudet. Logiciel de référence, vous allez le mettre et ça va vous permettre de valider. Après, on va vous dire de créer un mot de passe. Numéro de télédéclarant et dernier avis d'imposition en main, vous avez ce qu'il faut pour faire votre déclaration en ligne. Cette usagère est une convaincue, savoir se débrouiller sur le net est une nécessité. Il le faut de maintenant, parce que tout c'est sur Internet maintenant, tout. Tout à l'heure les commissions, ça sera sur Internet, pharmacie c'est sur Internet, tout. Acheter du linge aussi, tout. Les démarches administratives sur Internet se sont en effet généralisées ces dernières années. Dans cette cyberbase, l'important est de dédramatiser l'utilisation de la machine et de mettre en avant les avantages du web. La majorité du public que nous recevons, c'est surtout les seniors. Et le souci, leur gros problème, c'est plutôt l'outil informatique. L'avantage de la déclaration en ligne aussi, il faut le savoir, c'est qu'à l'issue de cette déclaration, on a une estimation donc, de l'impôt éventuel qui serait dû. La cyberbase de Casse-Pilote compte répéter cette opération, mais pour les démarches de la CAF, le 12 juin prochain. En attendant, date limite pour votre déclaration d'impôt, le mardi 9 juin. Nous parlions sécheresse tout à l'heure. L'une de ses conséquences, c'est la fermeture des douches des plages du Carbet. Les Résigniers, Le Coin et Grand'Anse seront donc fermés jusqu'à nouvel ordre sur arrêté préfectoral. Rendez-vous santé demain à la capitainerie du Marin et au dispensaire Verne au pied de la route de la Folie. De 9h à 17h, l'association des dermatologues de Martinique organise une journée nationale de dépistage des cancers de la peau. Une journée gratuite qui permettra de faire des examens afin de prévenir ce genre de maladie. Enfin, refermons cette page d'infos pratiques comme chaque jour avec un œil sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamentin de 9h à 14h. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h.
On termine ce journal avec quelques notes de piano. Chez Mylène Duclos à Plateauroy, les modulations et les cadences parfaites n'ont pas d'âge. Dès 4 ans, ces élèves apprennent à faire danser leurs doigts sur les touches noires et blanches. Des jeunes qui, au fil des années, deviennent de vrais virtuoses. Hubert Bornil et Michelet François se sont laissés séduire. Regardez. Voilà, je prends mon tout premier cours de chant avec Mylène Duclos. Elle arrache au piano, mais elle ne fait pas que ça, puisqu'elle dirige également une école d'une centaine d'enfants. Vous allez voir, ça donne vraiment. Et le 21, on pourra aller voir. Il ne joue pas du piano debout, mais pourrait sans doute faire parler de lui plus tard. Sa pratique, il l'a acquise ici, à l'école de Mylène Duclos. Alors, le do, tu as là, ici quand tu fais ton do, voilà, il y a l'accord avec, il ne faut pas l'oublier. Fa, mi, do, la, sol. Voilà, vas-y. Les conseils avisés de Mylène ont permis à des centaines d'enfants intéressés par le piano de monter sur scène. On fait tout type de musique. Là, par exemple, c'était du Cali. Il l'a interprété juste avant de la salsa. Donc, en fait, les enfants ont la liberté de choisir le type de musique qu'ils aiment. Et je suis ouverte à tout. Les grands vont chercher sur Internet des partitions internationales, n'importe quoi. On peut jouer du Casal. Les cours commencent dès le plus jeune âge. Ici, ils ont entre 4 ans et 6 ans. Dans cette autre salle, ils apprennent les rudiments de la musique. Le cours de solfège leur permet de déchiffrer, d'apprendre à lire des partitions, même à écrire aussi de la musique, sans problème, quoi. Les leçons de solfège, on le sait, sont à la base de l'enseignement du piano. Et chose tout à fait troublante, ces enfants semblent très impliqués. En ce moment, les jeunes de l'école de Mylène Duclos se préparent pour leur concert de fin d'année. Ce sera sans doute un grand événement pour Talent en devenir. Tous les enfants vont jouer quelque chose dans un style différent. Et après, ils vont se regrouper tous sur scène pour interpréter une chanson que j'ai composée pour eux avec l'orchestre. On nous chantait ensemble, on nous musique là, on nous dansait ensemble, on laissait musique là, on nous chantait ensemble, on nous musique là, on nous dansait ensemble, on laissait musique là. On nous chantait ensemble, tous ces enfants, donc, Mylène, on les verra à l'Atrium le 21 juin à l'occasion de la fête de la musique. Hein, c'est ça, voilà, à l'occasion de les voir tous sur scène. Ça sera formidable. Merci Hubert Bornil. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.